Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Mon Dieu, Tom, on a gagné une coupe. On n'est tellement pas habitué de gagner quelque chose à Montréal et au Québec. Là, c'est pas le prix des pires routes au Canada. C'est pas le prix des plus longs temps d'attente dans les urgences. On a gagné quelque chose. Ah, avec 11 secondes à jouer aussi. Honnêtement, là, je suis le football canadien depuis que je suis enfant. J'ai joué au football. Chez nous, on ne manquait jamais un match. C'est honnêtement un des meilleurs matchs que j'ai vu dans ma vie dans la Ligue canadienne de football. Absolument extraordinaire comme match. L'un dépassait l'autre revenait en arrière. C'était absolument fantastique. Donc, bravo d'abord aux Alouettes de Montréal, tous les joueurs. Bravo à Pierre-Carl Péladeau qui a eu le guts d'acheter l'équipe. Écoute, de mon vivant, on est passé du Molson Stadium, on est allé au Autostade, proche d'Expo. On a essayé un petit bout de temps pour quelques matchs au Stade olympique, un record qui existe encore, presque 70 000 personnes pour un match de football canadien. Là, on a perdu l'équipe pendant X années, 9-10 ans, quelque chose comme ça. C'est revenu, ça avait été acheté par Nelson Scalabrini. L'équipe actuelle a été rachetée de Baltimore. En tout cas, c'est n'importe quoi comme historique. Mais il y a un gars qui a eu le guts parce que l'équipe qui a gagné hier, là, il faut quand même reconnaître, c'est que Pierre-Carl Péladeau a mis en place des gens qui ont donné ce résultat-là. Et il mérite d'être reconnu. Il était là hier en train de se les geler comme tout le monde à Hamilton parce qu'il avait l'air vraiment de faire froid. Mais honnêtement, là, j'ai regardé sur RDS hier et le pétage de coche, enthousiasme empreint de FU de la part de Marc-Antoine Dequoy. Honnêtement, ça m'a tellement fait rire ce truc-là et j'étais tout à fait compréhensif de ce qu'il essayait de dire aussi. Juste pour le fun, je mentionne. On écoute ça, Tom. Ce qu'il a dit en anglais. Oui. C'est le fucking rêve de lui gagner une coupe, man. Merci tout le monde, man. Ah, moi, je sais pas quoi dire. Merci à tout le monde. Tout le sport. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait déjà en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais c'est quoi, man? Gardez-la, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces coupes-là! Qu'on va ramener à Montréal! On va ramener au Québec! Qu'on va ramener chez nous! Parce qu'on est fucking champions! Hey man, on est fucking champions! Gardez-la, votre anglais! Et ce qui est le fun, c'est que pour l'instant, tant qu'on n'est pas à la télé, on peut dire fucking champion à Cube Radio. Donc, c'était extraordinaire. Et juste pour la petite histoire, il a parlé dans une entrevue en anglais. Au cours de cette entrevue-là, il a félicité le coach Maas d'avoir dit... Oh, on a perdu. Oui, Jean-François, alors, toi, qu'est-ce que tu en dis de ça? Gardez-la, votre anglais. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend... Il commence par dire, donc, je ne sais pas quoi dire. Ensuite, il dit, merci pour le support. Et là, c'est comme si dans sa tête, il disait, support? Qui nous a supportés? Puis là, ça part pour ceux qui ne sont pas soutenus. Puis là, ça part sur l'anglais. Puis c'est vrai ce qu'il dit que sur TSN, il continuait à annoncer la finale où, évidemment, les Alouettes n'étaient pas présents. Donc, ils avaient déjà programmé que ça se pouvait pas que les Alouettes soient là. Alors, imagine quand tu es dans l'équipe, tu vas jouer ton match, puis à TV, sur le réseau, ils disent déjà que tu seras pas à la finale. C'est dans le programme. Alors, je comprends qu'il a été très, très mécontent. Puis, effectivement, à Hamilton, évidemment, Pierre-Carl a fait un beau voyage à Hamilton, mais s'est-il levé pendant l'hymne national au Canada en anglais seulement à la mi-temps? Hein? Ça, c'est une question à laquelle on veut avoir la réponse. L'hymne national était parfaitement dans les deux langues, là. Hier, d'ailleurs, la fille qui l'a chanté hier, elle était francophone de chez francophone. Là. OK, j'ai vu ça sur Twitter ce matin, je suis désolé. OK. Non, c'est l'autre match avant, quand ils étaient à Edmonton, que c'était juste en anglais. Mais hier, ils avaient reçu le mémo, là. Ils ont d'abord
jeune femme qui portait une canne blanche, de toute évidence, c'était non-voyante. Et elle avait une voix d'ange, mais elle a parfaitement exécuté en français et en anglais. Alors, on va parler bien sûr des grèves, les journées de grève. Ça commence demain. Demain, c'est le Front commun. Après ça, ça va être la Fédération interprofessionnelle de la santé. Puis après ça, ça va être la Fédération autonome de l'enseignement. Est-ce que l'appui, pas le support, comme M. Decoy dit, mais est-ce que l'appui de la population envers les syndiqués va virer de bord maintenant que la vie de tous les jours des gens va être perturbée? On se demande quoi faire avec les enfants, on va les donner chez les grands-parents, et puis il y a 450 opérations non urgentes par jour qui vont être reportées. On lit ça dans le Devoir. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est trop tôt. Ben, on a eu la température là au point zéro, c'est-à-dire avant le début des grèves, alors qu'elles étaient annoncées. On a 40% des Québécois qui sont favorables, à peu près 20% qui sont défavorables, puis 40% d'indécis. OK? Moi, je pensais que ça serait l'appui serait plus grand, mais c'est quand même du 2 pour 1, beaucoup d'indécis. Ça peut bouger, évidemment. Plus les inconvénients augmentent, mais la posture du gouvernement est tellement mauvaise. C'est comme s'ils trouvaient qu'elle n'était pas suffisamment mauvaise, donc ils ont décidé de donner 5 à 7 millions aux Kings pour être bien certains que sur toutes les questions d'argent, il n'y avait plus la moindre crédibilité. Fais pas d'amalgame, tu fais de l'amalgame, dirait Pas Mme d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. En effet. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Tu te mets dans la tête de Sonia Lebel. Bon, d'abord, est-ce qu'elle avait été informée de ça? Parce que déjà, il y avait eu 30% d'augmentation pour les députés. Ensuite, il y a eu l'augmentation, il y a eu aussi l'augmentation de salaire du chef de cabinet, M. Koskinen, qui a eu 70 000 de plus par année. Il y a eu l'offre de 21% aux policiers. Bon, tu sais, n'en jetez plus, là. Puis évidemment, on peut faire de la démagogie en disant les milliards de dollars pour Nordvolt, nous, on les a pas pour soigner les patients puis enseigner aux enfants. Bon, alors là, tu sais, quand Sonia Lebel a appris qu'il y aurait 5 à 7 millions pour les Kings, est-ce qu'il y a eu une discussion en Conseil des ministres où elle a pu s'opposer ou est-ce qu'elle l'a appris dans le journal? Puis pendant combien de temps est-ce qu'elle a été en furie? A-t-elle pensé démissionner? Tu sais, la personne qui a la job la pire au gouvernement en ce moment, c'est Sonia Lebel. Tout le monde lui nuit. Tout le monde lui nuit sans arrêt. Alors, j'ai une pensée pour elle aujourd'hui. Mais je suis complètement d'accord avec Jean-François sur ce bout-là. Sa tentative hier de dire « je veux plus que vous en parlez ». Désolé, c'est le public qui décide de quoi il va parler. Ce sont les gens qui s'expriment, donnent leur opinion, qui décident. Faites pas d'amalgame. Ah ouais, tu veux pas que je parle de piastres puis de piastres? Parce que tu es en train de trouver des millions de dollars pour donner à des joueurs de hockey qui sont tous millionnaires, qui travaillent pour des propriétaires qui sont tous milliardaires, puis on n'a pas le droit d'en parler. Allô? Dans quel univers vous vivez, belle gang de fous? Et je peux aussi dire que j'ai eu de différentes sources, parce que je branchais un petit peu quand même toujours sur les milieux d'affaires à Toronto. J'avais eu des échos assez constants que Poilievre et sa gang étaient pas mal sûrs de pouvoir attirer Éric Girard dans leur giron avec peut-être la promesse, qui est quand même pas n'importe quoi pour quelqu'un qui a été banquier à très, très haut niveau, avec l'idée. Parce que tu promets pas ces choses-là, avec l'idée qu'il pourrait devenir le ministre des Finances du Canada. Est-ce que je peux juste vous dire que l'idée, que le gars qui a eu ça comme brillante idée de donner l'argent des contribuables pour faire venir une équipe de hockey, pas sûr que c'est le gars qui a le meilleur pif politique du lot. Et s'il s'en va avec Poilievre, c'est pas mal sûr qu'il serait jamais ministre des Finances. Et surtout, 2 matchs qui ont aucune importance, là, mais vraiment, zéro importance. Jean-François, je voudrais qu'on revienne sur le vote de confiance pour Éric Duhaime. Alors, 77%. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, la page 8 du Journal de Montréal, on voit les différents votes de confiance pour Martine Ouellette, pour Thomas, pour Joe Clark, John Turner. Bernard Landry, il y a eu un vote de confiance. 76% comme vote de confiance. Bernard Landry, c'est quand même bon, puis il a décidé de partir. Est-ce qu'il l'a regretté? Est-ce qu'il l'a regretté? Oui, il a regretté tout le reste de sa vie. C'était terrible. C'était la pire décision de sa vie. Mais 77% pour Éric Duhaime. Écoute, quand Éric Duhaime a pris le contrôle du Parti conservateur,
il n'y avait jamais eu la marge d'erreur comme en vote. Il était toujours en bas de 3%. Je pense qu'il y avait eu 1% à l'élection précédente. Il a fait en sorte que ce parti devienne un acteur, pas un acteur majeur, mais un acteur. Et donc, on se serait attendu qu'au premier vote de confiance de cet homme qui a sorti de l'anonymat le Parti conservateur, on lui donne au moins 80%, 85%, mais il est tiré vers le bas. D'abord par toutes sortes de guerres intestines à l'intérieur du Parti conservateur qui n'est pas encore devenu un grand parti, mais qui est un parti où on a encore des groupuscules puis des tiraillements entre libertariens et autres. Donc ça, évidemment, ça a un impact. Mais aussi du fait que il n'a pas réussi à faire élire quelqu'un à l'élection de l'an dernier, puis il a fait très mauvaise figure dans Jean Talon. Et donc, c'est comme si une partie des conservateurs disait, Éric, merci pour ton bon travail, mais on n'a pas l'impression que tu puisses nous porter beaucoup plus loin à l'avenir. Et surtout que dans le palmarès des personnalités, il y a 22% des Québécois qui ont une bonne opinion de lui, mais plus de 50% qui ont une mauvaise opinion de lui. C'est le leader politique le moins aimé au Québec. Alors tout ça fait que, moi je trouve que 77, il s'en est bien tiré. Et ensuite, dans son discours, il a retourné ça positivement en disant, écoutez, on est dans un parti de militants, on n'est pas des bénis oui-oui comme à la CAQ, c'est à la CAQ que tout le monde vote. On suit ce que dit le chef. Ici, on est un vrai parti de débat. Donc, je trouve qu'il l'a bien pris. Maintenant, il s'est fait élire à la vice-présidence ou à la direction de son exécutif une opposante. OK? Alors, bienvenue au club parce que Louise Arel était présidente d'exécutif sous René Lévesque. Ça faisait pas son affaire, mais ils ont réussi à vivre ensemble. Tom, tu sais, quand il a commencé à créer son parti, il a passé la gratte puis est allé ramasser toutes sortes de gens un peu crinqués quand même. Et là, tu sais, alors il se retrouve avec ces gens-là. Il va falloir à un moment donné qu'il fasse le ménage dans son parti, que ça devienne un parti sérieux. Oui, mais il n'a même pas besoin de faire un ménage actif. Il doit juste faire une offre politique conséquente. Il faut qu'il dise qu'est-ce qu'il représente lui. Et il a un avantage. C'est un gars qui est mais quand je dis parfaitement, il est parfaitement bilingue. On l'a encore perdu. Alors, oui, OK, Tom, continue. Avec la communauté anglophone, mais avec sa no to Bill 96 et tout ça. Mais il était capable de parler avec la communauté anglophone. C'était peut-être pas parfaitement bien mené. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de connaître, prendre un repas avec M. Pouliot, son prédécesseur au Parti conservateur. Un homme très intelligent, super articulé, mais ça passait pas avec le public. Éric Duhem est capable de parler avec le public. C'est un tribun. Il est à l'aise derrière un micro. Mais il va falloir qu'il décide maintenant c'est quoi qu'il représente. Et ça, c'est pas clair pour moi. Qu'est-ce qu'il représente. Puis cette manque de clarté, je pense que plus que toute autre chose, c'est ça qui va le nuire. Est-ce qu'il pourrait se faire élire un jour? Ça va être extrêmement difficile. L'offre politique au Québec est en train de se rétrécir, pas d'agrandir. On est déjà avec 4 partis d'opposition qui ont tellement bien partagé les 60% qu'avec 40%, Legault a une super majorité. Je pense que les gens vont pas refaire l'erreur. Puis, juste pour Jean Talon, je me suis toujours gardé une petite question dans la tête parce qu'il avait présenté un jeune homme de Calgary, sauf erreur, qui était venu à Québec pour apprendre le français, tout à son honneur. Mais c'était pas, je veux pas être méchant et dire que c'était pas sérieux, mais c'était pas quelqu'un qui cherchait à gagner. Et je me demanderais toujours si Duhem n'est pas un petit peu plus stratège que tout le monde lui donne le mérite, parce que peut-être en se retirant quasiment de la course dans Jean Talon, c'était le signal, allez, tous les opposants à Legault, vous savez où aller voter cette fois-ci, c'est avec PSPP puis son candidat, M. Paradis. Jean-François, il faut on dirait qu'une fois la crise sanitaire passée, il se cherchait un clou sur lequel taper. À un moment donné, il parlait des drag queens et tout ça. Il va falloir à un moment donné, effectivement, qu'il arrive avec une offre qui est conséquente, là. Il a voulu beaucoup travailler sur le troisième lien. Évidemment, il y a sa proposition de troisième lien. Lorsque la CAQ a retiré a décidé d'arrêter de travailler sur le troisième lien. Il pensait qu'il serait le seul à le proposer. Donc, c'était son offre politique dans la région de Québec et sa base politique. C'est là qu'il est important qu'il performe à la fois sur la rive nord et sur la rive sud dans la Beauce.
Là, maintenant que Legault est revenu sur le troisième lien, bon, évidemment, Legault n'a plus de crédibilité, mais ça brouille quand même un peu les cartes. Et moi, je pense que la chose la plus triste qui s'est passée pour lui, c'est pas le sondage léger qu'on a vu, mais il y a eu un sondage à Québec il y a une dizaine de jours qui montrait que le PQ avait 10 points d'avance sur la CAQ sur la rive nord et 10 points d'avance sur la rive sud. C'est que là, si sur la rive sud de Québec, le PQ est loin en avance de la CAQ et du Parti conservateur, ben ça, c'est très déprimant pour les conservateurs. Et je vous rappelle à vous deux, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, là, c'est tombé il y a quelques minutes de ça, le gouvernement a nommé un conciliateur, là, on a nommé un conciliateur pour la confrontation entre le Front commun et le gouvernement pour les amener justement à négocier, à s'asseoir autour d'une table, à négocier. C'est une bonne nouvelle. On s'en reparlera demain. Merci, bonne journée à vous deux. Salut, bonne